et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et vos chaînes locales de la TNT. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. Ils montrent la voie aux plus grands. En Corse, des enfants ont participé à une opération nettoyage d'une des plages de l'île de Beauté. Une belle et bonne action filmée par la rédaction de Via Télépaésé dans un instant. Et si la crise sanitaire profitait aux tissus économiques des zones les plus rurales de France, ce qui n'était qu'une tendance semble se confirmer dans certains territoires. Reportage long format dans l'Ariège à suivre avec Via Occitanie dans un instant. Et puis dans ce journal, nous partirons à la découverte d'un itinéraire à vélo extraordinaire avec la rédaction de TV78, la Vélocénie, 450 km pour rallier Paris au Mont-Saint-Michel. Mais on débute ce journal avec une belle initiative venue de Corse. Entourés et guidés par une association locale, des enfants ont nettoyé l'une des plages de l'île de Beauté. Une action à visée environnementale, évidemment, mais aussi de sensibilisation pour ces jeunes enfants. Ils ont pu ainsi découvrir ou redécouvrir les bons gestes à adopter à la plage pour préserver la biodiversité. Et vous allez le voir avec ces propos recueillis par Alban Gingembre, la leçon a bien été retenue. Regardez. Oh, j'ai trouvé de mégots. J'ai voulu trouver des déchets pour les ramasser et pour que la plage elle aille mieux. Et j'ai trouvé des mégots et je les ai mis dans une bouteille pour ensuite les mettre à la poubelle. J'espère que ça va être bien mieux dans le futur parce que sinon beaucoup d'espèces vont être malades à cause des déchets plastiques et beaucoup d'autres choses. Voilà qui est dit et qui peut aussi servir aux adultes pendant cette période estivale. Eux aussi agissent pour l'environnement depuis presque 15 ans désormais. Under the Pole est une équipe de plongeurs aventuriers au service des scientifiques. Leur expédition à travers les mers du globe ont rassemblé depuis leur début 150 équipiers et 130 entreprises et instituts de recherche. À leur tête, un couple qui a fait de sa passion pour l'exploration un métier et un mode de vie. À Concarneau, Pauline Ferco de la rédaction de TBO et de TB Sud a eu la chance de les rencontrer et d'évoquer avec eux leur nouveau programme qui va s'étaler jusqu'en 2030. Regardez ce reportage. Il a plongé sous la banquise, vécu plusieurs jours dans une bulle, sous l'eau turquoise de Polynésie, récolté les informations sur la faune sous-marine encore inédite. Guylain, cofondateur du programme Under the Pole en 2007, est un plongeur qui aime les défis, mais toujours au service de la science. Je pense en particulier à ce programme Deep Hope qu'on a mené en Polynésie française sur les récifs coralliens profonds. Il y avait une grosse incertitude sur la représentation corallienne dans la zone des 80-100 mètres, quelle quantité, quelle diversité. En fait, il y a eu un vrai bond en avant avec ce programme Deep Hope. On en sait aujourd'hui beaucoup plus qu'il y a 4 ans. En ce mois de mai, Guylain profite de quelques jours à Concarneau, son port d'attache, pour annoncer qu'il repart avec toute son équipe à l'assaut d'une nouvelle mission qui va s'étaler sur 10 ans. On reprend un petit peu le meilleur de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu, des modèles de collaboration qu'on a testés ces dernières années. Donc on va être en Arctique, on va être en tempéré, on va être en polaire et on va s'intéresser à un petit peu l'ensemble du milieu, l'ensemble de l'écosystème profond sur les littoraux de la planète. Se lancer dans un programme de 10 ans, ça paraît très loin, très long, c'est ambitieux. Pour étudier les océans, pour étudier les zones profondes, comme il se doit, avec un bon niveau de science, avec une bonne représentation géographique, il n'y a pas de secret, ça prend du temps. Une mission dont le quartier général sera encore une fois un grand voilier. À bord, Guylain et sa femme Emmanuelle continueront de vivre cette grande aventure scientifique, mais aussi familiale. Avec Emmanuel, on a 2 petits gars, Robin qui a 9 ans, Tom qui a 5 ans, qui ont passé chacun plus de la moitié de leur vie en mer, sur le Wye, en expédition. Ils aiment être entourés de l'équipe qui est comme une seconde famille en fait pour eux. Et ils ont toujours connu ça et c'est aussi une vie qui est extrêmement riche, donc je vois pas, il n'y a pas de raison que ça s'arrête demain. Et puisque 90% des océans de la planète restent à ce jour inexplorés, on imagine que les 10 années de ce 4e volet d'Under the Pole donneront lieu à de belles surprises. Des profondeurs des océans maintenant, à plusieurs centaines de mètres au-dessus de nos têtes, partons à la rencontre à présent d'une espoir pour le pilotage français. Agathe Moreau n'a que 16 ans et elle est la plus jeune pilote brevetée d'Europe. Son rêve, devenir pilote de chasse,
son portrait et son histoire par Anthony Piton de Via LMTV Sarthe. Elle vole déjà seule autour de l'aérodrome du Mans. En Europe, Agathe Moreau est l'une des plus jeunes pilotes de planeur. À tout juste 16 ans, elle va bientôt passer une licence européenne. J'ai été au Salon du Bourget en 2019 et il disait qu'on pouvait commencer le planeur très tôt. Donc quand j'ai su ça, j'ai tout de suite cherché un club autour de chez moi. Et donc j'ai trouvé ce club et c'est là que j'ai commencé à faire un vol d'initiation. Agathe avait alors 14 ans. Aujourd'hui, elle compte plus de 120 heures de vol en solo et une trentaine d'heures d'instruction. C'est déjà beaucoup plus que des pilotes qui sont au club depuis 5 ans. Donc c'est vraiment quelqu'un de très très motivé. Quand les règles sont respectées, il n'y a pas plus de danger que sur une mobilette. Donc à 14 ans, ils peuvent voler tout seuls et ils peuvent passer leur licence à 16 ans. Les vols de la jeune pilote peuvent durer toute la journée. On spirale dans des ascendances, donc c'est des bulles d'air chaud en fait pour monter. Donc il n'y a pas de moteur, c'est vraiment, on fait tout avec les éléments naturels, sauf le lancement, sinon on ne pourrait pas décoller. Mais c'est pas comme un avion qui décolle doucement, on va dire. Le trail, on passe de 0 à 100 km/h en 2 secondes. Donc il y a quelques jets quand même. Au début, ça surprend, mais on s'habitue rapidement. Le futur, Agathe l'imagine dans les airs. Son rêve, intégrer l'armée de l'air et devenir pilote de chasse. Tout à fait autre chose dans l'actualité maintenant avec les conséquences pour nos territoires de la crise de la Covid. Les confinements successifs, les restrictions qui ont accompagné la crise vont-ils profiter aux territoires les plus ruraux? C'est en tout cas ce que pensent et ce que constatent déjà certains, notamment en Occitanie. L'Ariège, par exemple, est le deuxième département le moins peuplé de la région. Alors les citadins quittent-ils la ville pour la campagne? L'économie locale en profite-t-elle? Un reportage long format d'Anne-Sophie Pellegri pour Via Occitanie sur place. Regardez. Dans quelques mois, les 650 habitants de ce petit village ariégeois pourront surfer à vitesse grand V au-delà de leurs montagnes. Depuis 2007, le département de l'Ariège lance une vaste opération de déploiement de la fibre sur tout son territoire. D'ici 2025, 82% des habitants du département bénéficieront de la fibre optique avec très haut débit. Mais depuis le mois dernier, cette fibre s'adresse à un tout nouveau public. Le Covid a été une opportunité pour nous de communiquer et de dire justement, chers citadins, si vous avez des difficultés, on va dire, à vous sentir bien en ville, si vous avez envie de vous oxygéner, si vous avez envie d'aller chercher un environnement peut-être plus naturel, plus préservé, moins urbain, et bien en Ariège, on a ça, cette qualité de vie, et de l'autre, le confort d'avoir accès au monde entier via la fibre. Depuis le premier confinement, une nouvelle tendance apparaît, celle des citadins qui souhaitent travailler en vivant au vert. En Occitanie, l'Ariège est en passe de devenir un nouvel Eldorado. Bourse de l'immobilier, bonjour. Depuis plusieurs mois, les coups de téléphone pleuvent dans cette agence immobilière de Saint-Giron. Fin du confinement au mois de mai, là il y a une reprise d'activité impressionnante avec des maisons sur lesquelles on n'avait pas forcément beaucoup de demandes qui ont explosé. Selon cet agent immobilier, les chiffres de vente ont augmenté de 40% si on compare mai 2019 à mai 2020. Une nouvelle migration de néo-ruraux déferle sur l'Ariège et le département compte bien surfer sur la vague. En juin 2020, la collectivité lance un site internet qui fait la promotion du cadre de vie enchanteur du département et de sa dynamique économique. Il s'adresse aux étudiants, aux familles, créateurs, entrepreneurs, repreneurs et investisseurs. 5 mois plus tard, le département de l'Ariège signe un partenariat avec 2 firmes toulousaines, Capgemini et Brinks. Objectif de ces entreprises, trouver de nouveaux salariés en Ariège grâce au télétravail. Brinks commercialise des solutions de sécurité et de protection à l'adresse des secteurs bancaires. Il nous a paru après bien plus intéressant d'élargir le bassin d'emploi, d'aller chercher des talents en Ariège, d'aller chercher aussi, je pense, une population un petit peu plus stable. On cherche des gens à faible turnover, on cherche à fidéliser, on va investir dans le personnel et on est convaincu qu'on va pouvoir trouver en Ariège de quoi offrir un cadre de vie agréable à nos collaborateurs. Selon les chiffres de l'INSEE, après la Lozère, l'Ariège est le département le moins peuplé d'Occitanie pour le moment.
C'est une affection grave du sang et la maladie génétique la plus répandue aux Antilles françaises. Fatigue, douleurs récurrentes, maladies respiratoires. Les malades sont traités, mais il n'existe pas de remède pour guérir de la drépanocytose. La rédaction de Via ATV a pu suivre dans leur quotidien Clotilda et son fils, tous deux atteints par la maladie. Un reportage de José Le Chertier sur place. Comme chaque matin, Clotilda s'occupe de sa famille. Préparer le petit déjeuner, faire la vaisselle, des tâches qui peuvent paraître simples, mais pour cette maman, ce sont des victoires du quotidien. Pour la vaisselle, c'est... Comme on n'est pas nombreux, c'est pas difficile. J'ai fait les mieux que je peux. Mais moi, j'ai fait des activités par avant, comme je l'ai judo. Mais malheureusement, j'ai arrêté parce que par rapport à les douleurs, je ne pouvais pas continuer. Mais quand même, je suis arrivée au ceinture orange. Là, je suis à la maison, je fais de la couture. C'est un passe-temps. La couture, l'un des passe-temps favoris de la quadragénaire. Un passe-temps qui l'aide à penser à autre chose que sa maladie. Ça me donne la force pour franchir les pas à chaque fois, tous les jours. Parce que c'est pas facile avec les d'être drépanocytaire. Parce que les douleurs, c'est pas supportable. Avec les années, j'ai déjà fait des cas graves. Clotilda n'est pas la seule à être atteinte de la drépanocytose dans la famille. Steve, son fils de 19 ans, apprend aussi à vivre avec la maladie qui se traduit par de la fatigue et une sensation générale de faiblesse. Ça me fait manquer beaucoup de cours, mais je peux rattraper les cours parce que comme on a fait un groupe pour la classe. Quand je suis absent, je demande s'il y a eu comme cours, comme devoir. Après le petit déjeuner, direction le marché pour Clotilda et sa petite princesse. Un autre plaisir qu'elle ne boude pas. Pour voir tout ce qui est dans les marchés, les légumes, les fruits, ça me donne des plaisirs. En plus, c'est bon pour la santé, comme on est drépanocytaire, il faut bien manger. De nos jours, la médecine a bien évolué pour guérir de la drépanocytose. Un espoir pour Clotilda et tous les autres touchés par la maladie. Peut-être pas moi, mais peut-être les enfants de l'avenir, les générations qui à venir. Mais moi, pour le moment, je suis là, je fais avec, je prends les médicaments qu'il faut, je vis la vie un jour après l'autre, grâce à Dieu. Battante, Clotilda a toujours des projets, celui du moment, passer son permis de transport en commun. Sans transition, cet été, vous profitez peut-être de vos vacances et de votre temps libre pour lire et parcourir les pages de la presse régionale. Et vous faites bien. La presse quotidienne régionale, comme on l'appelle, propose très souvent des numéros spéciaux pendant les grandes vacances. Des pages été remplies de bons plans et d'idées de sortie. C'est le cas notamment du Courrier Picard, de l'Aisne Nouvelle. Daniel Murat, bonjour. Vous êtes en duplex depuis Amiens. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint du Courrier Picard. Alors dites-nous, que retrouve-t-on dans ces pages été de vos journaux ? Alors, on reste un quotidien d'information, donc bien sûr tributaire de l'actualité, qui est notre priorité. Mais l'été, on s'efforce d'avoir une offre plus ludique, plus estivale. Et donc, on a diffusé fin juin un guide de l'été, qui est une sélection en fait des bons spots et des choses à faire durant cet été en Picardie. Et puis à partir du 5 juillet jusqu'au 29 août, on aura un cahier spécial de 8 pages tous les jours et même de 12 pages le vendredi. Et l'ensemble de tout ce contenu se retrouve aussi sur un site internet spécial qui s'appelle L'été en Picardie. L'été pour la presse quotidienne régionale et vos journaux, c'est l'occasion de traiter d'actualités plus légères, différemment, d'une manière différente aussi ? Oui, alors c'est vrai que l'actualité, elle aussi, souvent l'été, elle prend un peu des vacances. Hein. Donc ça permet d'aller faire des sujets qu'on n'a pas le temps de faire durant l'année, d'aller plus encore à la rencontre des gens, de faire des sujets découvertes, de faire des sujets ce qu'on appelle un peu magazine, c'est-à-dire pas forcément hyper connectés avec l'actualité immédiate, mais qui permettent de prendre plus le temps, de développer des thématiques, d'aller aussi un peu flâner, parce que c'est aussi ça qui fait le sel et la richesse d'un journal. Conseillez-vous à ceux qui nous regardent et qui seront ou sont en vacances dans l'Aisne ou la Picardie de lire une série d'été en particulier ou un rendez-vous qui rythmera l'été dans vos journaux ?
On va faire des circuits, on va proposer des circuits en Picardie, un circuit thématique le long de la côte, en suivant le fleuve Somme, mais aussi en suivant la rivière Oise, en suivant des circuits mémoriels à travers les forêts de l'Oise, et puis d'autres petites propositions plus légères, sur des petits zooms sur les objets insolites qu'on trouve dans nos musées, les tournages de films à succès qui ont été tournés en Picardie, des sports un peu originaux qu'on pourra faire cet été, voilà, toute une série, plus une bande dessinée, plus des jeux, plus des petits quiz faits maison d'ailleurs à destination des enfants. Que dites-vous à ceux qui, abreuvés d'informations toute l'année, ne souhaitent pas s'informer lors de leurs vacances? Alors, on peut comprendre effectivement cette surinformation, cette infobésité, comme on dit, et que certains aient envie de décrocher. À côté de ça, moi je me garderais bien de donner des injonctions à quiconque, mais en prenant mon exemple personnel, l'été c'est souvent aussi le moment où on a un peu plus de temps, on est un peu plus calme, on est un peu plus cool, et c'est le moment de lire d'une autre manière aussi la presse, c'est-à-dire avec un ton plus apaisé, sans être dans l'urgence. Le propre de la presse, c'est bien sûr d'informer, on continuera d'informer, mais c'est aussi de distraire, c'est aussi de faire des découvertes. Merci Daniel Murat, et rendez-vous donc sur votre site internet L'été en Picardie et dans les pages de l'Aisne Nouvelle et du Courrier Picard pour suivre l'actualité et les bonnes idées de votre beau territoire. L'été, c'est aussi l'occasion parfaite pour faire des activités originales. Dans les Vosges, les amateurs de sensations fortes sont ravis. Le saut à l'élastique depuis le pont Tatal a repris. La recette reste toujours la même, 45 mètres de hauteur, du courage et aussi beaucoup de cris, vous allez le voir, dans ce reportage de Livia Buchelet et de Ludovic Bizilla pour Vosges Télévisions. Cela faisait des mois que des cris n'avaient pas résonné dans les environs du pont Tatal, à proximité de Darney, un pont de 45 mètres. L'activité de saut à l'élastique a récemment repris et les sensations sont évidemment toujours au rendez-vous. Première impression, je pensais être tout calme et j'ai gueulé comme un malade. Au début, il y a le réflexe, vous savez, c'est comme si on allait sauter sans élastique. Le corps il dit non, on n'y va pas et je lui ai dit pousse-moi et j'y suis allé, mais il m'a poussé un coup quand même. C'était chaud. Ouais. Faut le temps que je me remette. Ouais, on a vraiment l'impression qu'on va toucher les côtés, mais non, on ne touche rien. Toucher le dessous du tablier du pont ou les piles, c'est évidemment impossible, quoique. Faudrait vraiment prendre de l'élan, sauter le plus loin possible ou sauter vraiment de biais pour aller toucher une pile, mais voilà, c'est jamais arrivé, je touche du bois, c'est jamais arrivé. Ce qui n'est jamais arrivé, c'est également des refus au dernier moment. Quand l'appréhension est trop forte, les encadrants mettent le sauteur en retrait et font sauter d'autres personnes en attendant, mais généralement, les volontaires y vont de bon cœur. À quoi on pense avant de sauter? À mon chéri pour lui dire tiens, je vais pas le faire. Détail qui n'en est pas un pour se rassurer, si on est bien sûr raccordé à l'élastique par les chevilles, il y a une attache de sécurité. Ils sont reliés sur le harnais avec une sécurité ventrale, de façon à ce que si les jambières sont amenées à glisser, elles se retrouvent reprises par cette fameuse sangle et elles se retrouvent en position assise. Une montée d'adrénaline qui a un coût, 90 € le saut, accessible à partir de 16 ans et aux personnes de moins de 110 kg. Au pont Tatal, on peut sauter 2 dimanches par mois jusqu'en octobre. Ce jour-là, ils sont une quarantaine à avoir tenté l'expérience. Notre journaliste s'en souviendra. Quatre régions, 8 départements, 450 km de pistes cyclables. La Vélocénie permet de relier le Mont-Saint-Michel depuis Notre-Dame de Paris en vélo. Un itinéraire unique en son genre qui traverse parmi les plus beaux territoires de la France. Le département des Yvelines est ainsi situé au début du trajet et Célia Gatsongo de TV78 a testé pour vous une partie de la Vélocénie. Regardez. Nous sommes au plein cœur de la vallée de Chevreuse, à la maison de l'écomobilité à Saint-Rémy-les-Chevreuses. C'est ici que l'on peut emprunter la Vélocénie, un itinéraire cyclable de 450 km qui relie le Mont-Saint-Michel à Notre-Dame de Paris. Nous allons tester pour vous un tronçon de 8 km. C'est parti. Avec moi, la délégation de la Vélocénie, quelques élus et des représentants du Club des villes et territoires cyclables. Ils vont parcourir la Vélocénie en entier pour promouvoir cet itinéraire vélo. Pour ce tronçon, nous partons de Saint-Rémy-les-Chevreuses, direction Choiseul. Et à peine 200 mètres parcourus, nous empruntons une piste cyclable. C'est plutôt agréable de ne pas croiser de voitures.
Voilà, ça fait 3 km que je roule. Ici, on peut voir de nombreux paysages, dont derrière moi, le château de la Madeleine à Chevreuse. Notre périple se poursuit sur l'itinéraire de la Vélocénie. Nous alternons entre pistes et bandes cyclables. On a fait quasiment la moitié, 4 km, 4 km 5. Il y a des petits dénivelés, des fois, mais avec le vélo électrique, c'est plutôt sympa. Arrivé à Choiseul, l'occasion de faire une halte à l'auberge des Trois Hameaux et de discuter avec une représentante de la Vélocénie. On a pris le trajet de la Vélocénie pour organiser un voyage de 5 jours. Aujourd'hui, c'est notre 2e journée et on met en valeur en fait plein d'initiatives vélo, dont la Vélocénie en filigrane. On reprend le vélo, changement de vitesse, quelques côtes à monter pour arriver à La Ferté, un hameau de Choiseul. Devant nous, des maisons de pierre caractéristiques de ce village, quelques kilomètres encore et au loin notre destination, le château de Breteuil. Voilà, j'ai fini moi mon parcours des 8 km. Je me suis arrêtée au château de Breteuil que vous pouvez voir derrière moi. Sinon, vous pouvez continuer direction Rambouillet. À Châteaubourg, près de Rennes, la 19e édition de Jardin des Arts se poursuit cet été. Dans le parc de la ville, 6 artistes exposent leurs œuvres monumentales dans un écrin de verdure. Les passants peuvent ainsi flâner, se laisser surprendre par cette exposition en pleine nature. La rédaction de TVR a rencontré Alice Morlon, artiste plasticienne dont la sculpture est à voir jusqu'au 31 octobre prochain. Regardez-la. Encore quelques préparatifs pour l'œuvre d'Alice Morlon. Sa sculpture L'aile et la plume sera bientôt installée dans le parc aux côtés de 5 autres artistes plasticiens. Du haut de ses 4 mètres et 8 de long, elle ne manquera pas d'attirer l'attention des plus curieux. Moi, du coup, je travaille le coquillage qu'on voit dans la nature, c'est une forme fermée, enfin couverte. Et là, du coup, je peux faire des squelettes de coquillages et je trouve que c'est intéressant parce que ça n'existe pas vraiment. Bois brûlé, acier rouillé et même matière végétale, les artistes expriment leur créativité jusque dans le choix des matériaux. Aujourd'hui, le projet Cité des sculpteurs en partenariat avec la mairie permet à l'association d'exposer aussi dans le centre-ville, mais à l'origine, c'est dans les parcs que l'art s'invite. Nous, notre premier but, c'était d'aider les artistes à trouver des endroits pour exposer des œuvres monumentales. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, alors qu'autrefois, les œuvres monumentales n'étaient exposées que dans les villes. L'exposition Jardin des Arts s'achèvera à la fin du mois d'octobre. L'occasion d'ici là de redécouvrir quelques sculptures des années précédentes, toujours installées à Châteaubourg. Direction la montagne à présent, la Haute-Savoie pour terminer ce JT. Au parc de Merlet, les touristes sont invités à voir les animaux de montagne, chamois, bouquetins, marmottes, daims. Tous sont en semi-liberté dans ce parc. Installé sur les hauteurs des Ouches depuis une 50aine d'années, ce site est un véritable paradis perché. Fanette de Buisson a pu assister au nourrissage juste avant l'ouverture des portes. Elle est accompagnée par François Pirot pour la chaîne 8 Mont-Blanc. Regardez. Aux aguets, les habitants du parc ont leurs petites habitudes. Tous les 2 jours, ils attendent l'arrivée de Bertrand et l'heure du repas. En semi-liberté, les animaux de Merlet se nourrissent comme en pleine nature, tous les jours. Mais ce rituel matinal permet surtout de vérifier que tout le monde va bien. On en profite pour ajouter des compléments alimentaires dans les céréales, qui sont déjà bien équilibrés. Et on fait ça tous les 2 jours et ça nous permet, nous, de vraiment faciliter les comptages. Parce que sinon, on a beaucoup de travail dans le parc et on ne pourrait pas passer toute la journée à chercher tous les animaux. Il y a une hiérarchie dans les espèces et entre les espèces. Donc chacun a ses petites habitudes. C'est pour ça qu'ici, pour l'instant, on n'a que du bouquetin et du cercica. Quand on écoute les visiteurs, c'est un petit peu fleur bleue, quoi. C'est magnifique, on approche les animaux, ils ont l'air heureux. Voilà, on entend plein de phrases comme ça. Et ça, c'est génial. Nous, ce qu'on voit là, quand on nourrit, c'est est-ce qu'il y en a un qui boite, alors attends, celui-là, il a la chiasse, ou l'autre, elle a les sabots longs. Voilà, donc en fait, on a le côté vraiment animalier, surveillance, parce qu'on a cette responsabilité, quoi. À l'origine, jusqu'à 60 personnes vivaient face au glacier. Merlet est l'un des premiers hameaux habités de la vallée de Chamonix. Certains chalets demeurent et se visitent. Le village est ensuite réuni en un seul alpage et depuis plus de 50 ans, la famille de Claire gère ce coin préservé. Seule la clôture, de loin, rappelle parfois que nous sommes dans un parc. Les 80 animaux sont ici. Chez eux, une vingtaine de naissances a lieu chaque année.
Il y a très peu d'interventions, c'est vraiment un parc de semi-liberté où les animaux fonctionnent vraiment comme en nature. Et nous, on a fait en fait le plan du parc en fonction des animaux. Le but du parc, c'était vraiment un but pédagogique, c'est-à-dire que c'est ça aussi qui est très bien dans ce parc, c'est une randonnée de 2 heures. Il faut marcher pour trouver les animaux. C'est pas, nous, on a mis leurs habitudes sur le plan, mais ils sont pas forcément aux endroits indiqués. Donc du coup, il faut marcher, en fait, ça habitue les gens, ça apprend un petit peu aux gens à faire de la rando. En fait. Situé sur les hauteurs des Ouches, le parc de Merlet est une des activités touristiques les moins chères de la vallée de Chamonix. Comptez 8 € pour les adultes, 5 € pour les enfants pour profiter du parc et de ses résidents tout au long de la journée. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis sur vos chaînes locales de la TNT et sur TV5 Monde. Rendez-vous pour la prochaine édition. Au revoir à tous et bon courage.